Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du codage disjonctif des variables explicatives catégorielles dans un schéma d'analyse prédictive. Quand l'algorithme de machine learning ne sait pas appréhender directement les explicatifs qualitatifs. Alors, moi, je parle de codage disjonctif. Aujourd'hui, on parle de one-hot encoding, ainsi de suite, mais pourquoi pas, hein, voilà. Pour moi, on crée des variables indicatrices ou bien des demi-variables. Voilà, c'est des termes qui sont utilisés. Pour ceux qui ont fait de l'économétrie, ils savent très bien ce que c'est. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, on utilise plutôt une autre terminologie dans le domaine du machine learning. C'est bien la même chose, hein. L'idée, c'est qu'on a une variable catégorielle et on va la coder en variable 0, 1, qui sont des variables indicatrices, en fait, qui indiquent, c'est pour ça qu'on parle d'indicatrice, qui indiquent donc la modalité d'appartenance. Dans ce tutoriel-ci, qu'on peut trouver en ligne sur Kaggle, il y a une description, voilà, où on montre les idées. Voilà. Bon, c'est exactement ce que je vais faire aussi, mais en montrant qu'il y a des subtilités et que parfois ça peut être source d'erreur. Voilà, ça c'est très important, ça. Voilà, ça l'idée. Mais bon, les schémas sont pas pris les mêmes, voilà. Alors, bah, ça peut servir à ceux qui feront un projet où il y a des variables explicatives qualitatives, hein, et qui travaillent sous Python. Bien, très bien. Alors, l'outil qu'on va utiliser, c'est l'outil Panda et la fonction, c'est la fonction getDummies. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, on va travailler sous Python ici. Et pour montrer l'intérêt de passer par les demi-variables, on va utiliser, dans l'analyse prédictive, on va utiliser donc la régression logistique. C'est ça l'idée, la régression logistique de scikit-learn. Voilà, avec les paramètres quasiment par défaut. Je fais au plus simple. Alors, pour illustrer ça, je vais vous prendre un fichier qu'on utilise en TD. Donc là également, les étudiants concernés se reconnaîtront. Voilà, c'est le fichier des cœurs que j'utilise en long, en large, en travers. Il est intéressant parce qu'il y a un mix de variables catégorielles quantitatives parmi les explicatives. La variable cible est binaire, on comprend à peu près ce que c'est. Voilà. Et la modalité positive, négative également, on l'identifie plutôt bien. Voilà. Donc ici, l'idée, c'est de prédire la présence ou l'absence d'une maladie cardiaque quelconque, hein, voilà, en se basant sur les caractéristiques des patients. Je ne suis pas médecin, bon là je vois ce que c'est, sexe, voilà, je vois ce que c'est, pression, je ne sais pas, pression artérielle peut-être, je ne sais pas, ainsi de suite. Voilà. Alors comme d'habitude également, rappelez-vous, hein, on a échantillon d'apprentissage et de test. Voilà. Ici apprentissage, voilà, il y a 170 observations et test, il y a tac, 100 observations. Voilà, très bien, avec exactement la même structure. Avec exactement la même structure. Je ne suis pas sûr, en fait. Je ne suis pas sûr. Bah, on va vérifier tout ça. Très bien. Donc, comme d'habitude, hein, voilà, bon, je ne reviens plus là-dessus. Sur la partie apprentissage, je crée le modèle prédictif en se basant sur la régression logistique, donc, et pour vérifier la performance, ou bien pour faire le déploiement, d'ailleurs, pourquoi pas, hein, voilà, on peut l'appliquer sur l'échantillon de test, hein, voilà, avec toujours les mêmes structures à la base, hein, les mêmes variables dans le même ordre. Très bien, allons-y alors. Tac, je ferme ça. Et je vais dans Notebook Jupyter pour commencer. Donc, je crée un nouveau notebook. Paf. Voilà. Et je vais faire comme d'habitude, importer les données, ainsi de suite, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Tac. J'ai préparé le code toujours en amont, ça ne sert à rien de se planter. Bien, j'exécute. Bien. Très bien, donc là, je change de répertoire. Ensuite, je lis le fichier Excel. Je mets le nom du fichier Excel. Je prends d'abord la feuille train, hein, la première feuille. Et je dis, alors, dans les versions de Panda actuelles, on est en février 2021, là, il y a un problème. Il y a un problème apparemment sur les différentes versions. Sur Panda, quand il y a des fichiers Excel, il faut bien spécifier donc le moteur. Le moteur ici, donc c'est OpenPXL. Voilà. J'ai vu ça depuis début janvier, fin décembre, début janvier, voilà. Et apparemment, ça va être corrigé pour les prochaines versions de Panda. Et pour l'instant, donc, on met bien cette option-là pour qu'il lise correctement le fichier. J'affiche les informations et on a bien la première feuille avec les 170 observations et les variables. Il y a 11 variables. 11 variables, certaines sont quantitatives, l'âge typiquement, entière, valeur entière, pression, et certaines sont qualitatives. En tous les cas, ils prennent comme des objects. Voilà, sexe, on avait vu qu'il y avait masculin, féminin, on avait aussi sucre, électro et tout ça. Alors justement, pour voir ça en détail, parce que on va comptabiliser les modalités pour chaque variable qualitative. Donc ici, j'écris une fonction qui passe en revue le data frame. Pour chaque colonne dans la data frame, je regarde son type. Si c'est object, j'affiche ses modalités. Voilà. C'est pour avoir une idée de ce qu'il y a dans l'échantillon d'apprentissage.
allons-y, hein. Donc là, il n'y a pas trop de difficultés. J'exécute. Voilà. Donc, sur la variable sexe, il y a masculin, féminin, 112 masculin, 58 féminin sur l'échantillon d'apprentissage. La somme fait 170, bien sûr. Sur la variable sucre, il y a deux modalités, A et B, 150 A et 20 B. Sur électro, il y a C, A, B. Donc, il ne les met pas dans l'ordre alphabétique pour l'instant, hein. Voilà, C, A, B. Voilà, 86 C, voilà, ainsi de suite. Engine, il y a deux modalités. Et cœur, qui est la variable cible, de toute manière, il y a présence et absence. Voilà, très bien. Alors, on va essayer de lancer une régression logistique avec cœur comme variable à expliquer, hein, variable dépendante, cœur, voilà, et toutes les autres variables comme explicatives ou prédictives. On va voir ce que ça donne. Voilà. Sachant que certaines sont quantitatives, l'âge, pic, pression, cholestérol, et d'autres sont qualitatives. Regardons ce que ça donne. Donc, je mets le code directement ici. Voilà, on va voir ce que ça donne. Tac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais un peu aérer là. Là, j'importe la librairie. Ensuite, instancier. Voilà, et modélisation. Importation de la classe de calcul. Donc, il y a différentes étapes là, hein. Voilà. Là, c'est l'importation de la classe de calcul. Donc, je vais le chercher dans scikit-learn, dans la section, dans le module linéaire modèle, et je prends la classe logistique régression. Je l'instancie ici. Je prends le solver Newton considéré de gradient. Ça correspond à peu près à ce qu'on peut trouver, par exemple, dans le GLM de R, hein. Voilà, c'est ce qui se rapproche le plus. Très bien. Et ensuite, je fais le fit. Voilà, donc là, j'ai instancié modèle. Je fais le fit où je passe donc toutes les colonnes sauf la dernière. Donc les données avec toutes les colonnes sauf la dernière. Donc les données d'apprentissage avec toutes les colonnes sauf la dernière, d'où le moins 1 qui est là avec les 2 points devant. Si on ne met pas 2 points, ça ne va pas le faire, hein. Il ne prend que la dernière colonne pour le coup. Voilà. Et ça, c'est les X, donc les variables explicatives. Et le Y, c'est la variable cœur, hein. Voilà. Et je lance. Normalement, ça devrait marcher. Et ben, paf, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Il n'est pas content, en fait. Alors, apparemment, il y a un problème de string pour les masculins. Ça me laisse assez dubitatif, cette histoire, hein. Voilà. Mais en fait, c'est tout simplement parce que la régression logistique a besoin que toutes les variables toutes les variables soient qualitatives, soient quantitatives. Hein. Il a besoin que les explicatives soient quantitatives. Voilà. En l'occurrence, ici, on lui a bien donné des quantitatives, mais aussi des qualitatives. Voilà. Et il ne fait pas le codage automatiquement. Il y a des outils qui le font automatiquement. Lui, il ne veut pas le faire. Ce que je trouve mieux, parce que du coup, c'est à nous de réfléchir au type d'encodage qu'on veut mettre en place pour le mettre dans la régression logistique. Je trouve que c'est mieux. Moi, ça me paraît plus intéressant qu'il ne le fasse pas automatiquement, parce que quand un outil fait des choix automatiquement pour nous, des fois c'est adapté, des fois c'est pas adapté. Quand ça marche, tout va bien, mais dès qu'il y a un problème, si on n'a pas conscience de ce qu'a fait l'outil pour nous, bah, on va s'enferrer à chercher des erreurs là où il n'y en a pas. Alors que l'erreur, en fait, ce n'était pas une vraie erreur en soi, c'est parce qu'il a fait des choix pour nous, hein. Donc, ne laissez jamais l'outil décider pour nous. C'est à nous de décider de ce que doit faire l'outil, et non pas l'inverse. Très bien. Bon. Là, ici, du coup, je vais mettre ça en commentaire, hein, parce que voilà, ça a planté. Et sinon, ça fait plein d'affichages en dessous, donc non. Voilà. Et donc, on va réfléchir au fameux one-hot encoding, voilà, le codage disjonctif complet, je dirais ça, hein, disons les choses comme elles sont. Voilà. Et parmi les outils qu'on va utiliser, on va utiliser getDummies. getDummies applique un data frame, on a bien un data frame ici, voilà, et il y a toute une série d'informations supplémentaires, et dont un élément, c'est drop first égale à false. Alors, très bien, je vais le faire et on va essayer de voir ensemble. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Je vais faire un recodage de toutes les variables, sauf la variable cible, donc sauf la dernière colonne, hein. On est bien d'accord, hein. Donc là, c'est le data frame des données. Et là, j'ai dit, prends toutes les colonnes, sauf la dernière. Ça, c'est un élément important. Il y a un deuxième élément important. Je lui mets drop first égale à true. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va coder en 0,1, il prend chacune des colonnes, il les code en 0,1 selon la présence ou l'absence du caractère. Voilà, donc si on a 3 modalités A, B et C, il va coder A,
0,1, B 0,1, C 0,1, très bien. Et si on laisse les trois, la somme des trois fait une constante, une colonne de constante. Voilà. Et ça fait une collinarité. Vous balancez ça dans la régression logistique, il ne va pas aimer du tout. Voilà, il va planter en fait. Il va envoyer un message d'erreur, parfois explicite, parfois sibyllin, et là vous êtes mal. Donc l'idée pour éviter cette collinarité, elle est relativement simple, tout simplement, c'est qu'on retire une des modalités. Et du coup, si on est toujours dans le cas de A, B et C, hein, donc on a une colonne de A 0, 1, quand il a A, voilà, et ainsi de suite, j'enlève la colonne A, la première, d'où le drop first égale à true, du coup il me reste la colonne B et C. Mais on a conservé toute l'information, parce que quand la colonne B vaut 0 et que la colonne C vaut 0, ça veut dire que en fait, l'individu prend la modalité A. Donc il n'y a pas de perte d'information. En enlevant donc la première modalité, il n'y a pas de perte d'information, très élément important, et on peut mettre en œuvre la régression logistique parce qu'il n'y a plus le problème de collinarité. Alors, je remonte un petit peu. Hein. Là, on a la liste des modalités, hein, A, B, C, A, B. Voilà. Et en fait, il va les trier par ordre alphabétique, les modalités, et il enlève la première. Donc là, c'est A. C'est féminin qui va enlever, parce que c'est la première par ordre alphabétique. Le A, le nom, voilà, est absent. Et bon, ici, il ne le recode pas, de toute manière. Hein. Donc la variable cible n'est pas recodée. Donc ça, on n'en parle pas. Voilà. Très bien. Donc je reliste ici les champs, les champs qu'il y avait dans la base, les variables qu'il y avait dans la base. Donc il y avait l'âge qui n'est pas object, qui n'est pas qualitative. Il y a sexe qui est qualitative, pression ne l'est pas, cholestérol malin. Donc normalement, il doit uniquement recoder que les variables qualitatives. Or là, je ne dis pas qui recoder, je lui balance tout. Ça, j'ai découvert récemment. Voilà. C'est-à-dire que je lui balance tout et on va voir ce qu'il va faire. Normalement, il va recoder les qualitatives, mais qu'est-ce qu'il fait avec les quantitatives? Je ne sais pas, hein, bah, regardons. Exécutons, paf. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend d'abord les quantitatives et il les remet, sans transformation. C'est exactement ce qui se passe là. Hein. Si j'affiche les premières valeurs, là, je vais afficher les premières valeurs, comme ça vous voyez bien. Voilà, exécuter. Voilà, vous avez bien vu, hein. Il met les quantitatives et il les retranscrit telles quelles. Et on avait vu que les quantitatives étaient disséminées à l'intérieur des colonnes. Hein, et elles étaient en différentes positions. Et donc, il les a repris dans l'ordre, voilà, mais il a regroupé toutes les quantitatives au début. C'est ce qui se passe là. Hein. Il a repris dans l'ordre, âge, pression, cholestérol, dans l'ordre d'arrivée de gauche à droite dans la base initiale, mais il a regroupé donc toutes les quantitatives au début. Voilà. Jusqu'à pic. Voilà. Et ensuite, il a fait le one-hot encoding, et comme j'ai dit, drop first égale à true, voilà, donc il n'a pas pris la première modalité par ordre alphabétique. Très bien. Donc, on a un sexe masculin du coup, 0,1. Si c'est pas masculin, c'est féminin, donc on n'a pas besoin. Alors, c'est binaire, vous comprenez très vite. Quand il y a plus de deux modalités, là, généralement, on commence à s'embrouiller. Non, non, c'est pareil. Donc, s'il y a K modalité, grand K modalité pour une variable qualitative, on crée K-1 indicatrice. Voilà. Très bien. Électro B, électro C, voilà, il y a le A qui n'y est pas, et angine égale le non n'y est pas non plus. Pareil, sucre égale A n'y est plus non plus. Voilà. Très bien. Alors, on va relancer maintenant la modélisation. Voilà, tac. Donc, CLF pour classifieur, tout simplement. Hein. Logistique régression avec la même instantiation initiale. Ensuite, je lance la modélisation. Et j'affiche les coefficients. Paf, ça a marché. Alors, on a aussi, bien sûr, les classes associées. Les classes, il y en a deux. Il y a absence et présence. Hein. Et donc, on peut afficher les coefficients de manière un peu plus sympathique. C'est ce que je fais ici. Voilà. Donc, ce vecteur-là, là, associé à chacune des modalités, il n'est pas très, très lisible. Hein. Donc, on va plutôt le mettre sous forme de data frame en reprenant les coefficients pour qu'on ait quelque chose de plus sympathique à afficher. Bon, là, c'est le cosmétique, là, pour le coup. C'est pas trop le propos de la... C'est pas trop le propos de la vidéo, en l'occurrence, de ce tutoriel. Très bien. Et voilà, on a bien les coefficients ici. Alors, la lecture des coefficients, attention, elle est très compliquée hein, en régression logistique. Hein. Quand on fait le 0,1 et qu'on enlève les modalités, donc les coefficients là se lisent en opposition par rapport à la modalité de référence, c'est-à-dire celle qui a été retirée. Hein. Si on passe à l'exponentielle, on tombe sur les hautes ratios, ainsi de suite. Ça, il faut être très vigilant là-dessus. Hein. Mais bon, ce n'est pas mon propos encore une fois. Mon propos ici, c'est comment faire le codage disjonctif complet et quelles sont les problématiques qu'il y a derrière, les éléments sur lesquels il faut faire attention. C'est ça mon propos. Mais si on veut aller plus loin dans la régression logistique, il y a beaucoup de questions qui se posent ici. Voilà. Donc jusque-là, tout va bien.
Voilà, maintenant, on sait faire la régression logistique, ça va marcher. Qu'est-ce qui se passe alors? Ce qui se passe maintenant, c'est que j'ai créé le modèle sur l'échantillon d'apprentissage, train, je veux l'évaluer sur l'échantillon test. Pourquoi pas, hein? L'échantillon test, il peut avoir un seul individu même, hein, il n'y a pas un problème, c'est pas un problème ça. Hein. Il peut en avoir un, combiné, il peut en avoir 10 000 ou 100 000, ainsi de suite. Hein. Donc potentiellement, dans l'échantillon test, il y a un seul individu. Hein, mais il peut y en avoir plusieurs. Là, en l'occurrence, dans mon exemple, là, il n'y en a pas un seul, il y en a 100. Mais j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce qu'on va tomber sur un problème hein, qu'il faut savoir gérer. Allons-y alors, je ferme ça, très bien. Paf, je reviens ici. Donc, j'importe l'échantillon test, voilà, et j'exécute, voilà. Il m'a dit, on a bien 11 variables, donc ça n'a pas changé, ça, on a bien 11 variables. Elles sont dans le même ordre, cette variable-là, l'âge, sexe et tout ça. Certaines sont qualitatives, sexe, voilà. Ensuite, il y a sucre qui est qualitative également, électro, ainsi de suite. Très bien. Donc, je suis tenté de dire, je vais faire le one-note encoding. Voilà. Mais avant de faire ça, vérifions déjà si les modalités sont bien représentées. Donc, je refais appel à ma fonction fréquence, là. Hein. Voilà. La fonction fréquence, elle est au-dessus. C'est ça. Hein. Elle passe en revue chacune des colonnes du data frame. Si la colonne est object, alors il affiche ses valeurs. Rappelez-vous, hein, sexe, c'est masculin, féminin. Sucre, c'est A et B. Électro, c'est C, A, B. Angine, c'est non et oui. Et bon, cœur, c'est la variable cible de toute manière. Très bien. Donc, je relance ici la fonction fréquence. Paf. Donc, dans l'échantillon test, il y a sexe masculin, féminin. Sucre, A et B. Électro, il n'y a pas B. Ah, mais c'est un problème, ça. Du coup, comment qu'on va faire alors quand on va appliquer le modèle sur le fichier test? Ben, c'est ça le problème en réalité. Et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. En gros, c'était pour ça, parce que faire un one-note encoding, il me dit oh, pourquoi il nous montre ça? Alors c'est très facile, oui, il suffit d'une commande et ça marche. Hein. Oui, d'accord. Mais en réalité, non, c'est pas aussi trivial que ça. C'est pas trivial du tout, moi, en réalité. Très bien. Donc, électro, il y a un souci là. Ensuite, angine, ça va, il y a les deux modalités. Bon, la variable cible, bien sûr. Très bien. Et en réalité, le problème est plus profond que ça. Admettons que je veux appliquer mon modèle sur un individu. Je l'ai implémenté dans un système d'information et je l'applique sur un seul individu. L'individu, il est défini par le vecteur donc des variables explicatives. Voilà. Certaines sont des modalités d'une variable catégorielle et d'autres, c'est des chiffres numériques, c'est des valeurs numériques. Très bien. Quand c'est catégoriel, une personne ne peut pas être en même temps sucre A et sucre B. On est d'accord là-dessus. Donc forcément, pour chacune des variables qualitatives, il n'a qu'une modalité. Et ben, faites un quête du mise là-dessus, non, il va en manquer des colonnes. Il va en manquer des colonnes. Voilà. C'est assez complexe en réalité, c'est assez complexe. Là, en l'occurrence, si je fais un get du mise et que je mets un drop first égale à false, voilà, il y a la première, il va l'enlever. S'il n'y avait pas la modalité A, ici, qui a uniquement des modalités C, bah, c'est un problème également. Hein, c'est un vrai souci. Ou s'il n'y avait pas le A, mais il n'y a que la B et C, le first va être le B. Donc, ainsi de suite. Donc, on se rend bien compte que c'est un souci. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais refaire le get du mise. Voilà, je vais afficher. Mais je ne fais pas un drop first égal à false. Je veux tout récupérer. Je veux tout récupérer. Très bien. Dans un premier temps, pour être sûr de ne pas être dépendant de cette histoire de drop first. Après, je vais retirer ceux qui sont en trop. D'accord. Hein. Donc, quand on fait ici le déploiement, voilà, je prends toutes les modalités cette fois-ci pour être sûr de ne pas en laisser sur le chemin, parce que en réalité, s'il y a uniquement que B et C ici pour électro, voilà, c'est le B qui va gicler. Et c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Hein. D'accord. Très bien. Donc là, c'est déjà une première nouveauté qui n'était pas attendue. Généralement, c'est là que vous plantez. Généralement, c'est là que vous plantez parce que vous vous rendez compte que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une incohérence en réalité parce qu'il n'y a pas les mêmes modalités dans l'échantillon d'apprentissage et de test. Voilà. Et quand vous lancez les calculs, si par malheur le nombre de colonnes concorde, bah, vous appliquez, il n'y a pas de message d'erreur. Et alors, paf, ça fait n'importe quoi votre modèle. Ça fait vraiment n'importe quoi. Mais sauf que vous ne le voyez pas parce que le nombre de colonnes concorde. Là, pour le coup, ça ne va pas marcher parce que le nombre de colonnes ne concorde pas. Heureusement, du coup, on a un warning, un message d'erreur. Voilà, on a un warning ou un message d'erreur. Donc, du coup, ça nous bloque et ça nous amène à réfléchir. Très bien. Donc, j'exécute. Là, maintenant, voilà.
Donc, il a mis de nouveau les quantitatives au début, hein, jusqu'à pic, là. Très bien. Donc là, c'est bon. Et maintenant, il a mis toutes les modalités. Voilà. Donc, on a tout ce qu'il y avait dans l'échantillon d'apprentissage, ils y sont. Il y en a même en trop. Hein. Voilà. Et en revanche, il manque l'électro B. Hein. Voilà. Donc, le sexe féminin, il est en trop. Voilà. On peut enlever sans problème. Sucre A, il est en trop. On pourra enlever sans problème. En revanche, électro B, il n'y est pas. Voilà. Et ça, c'est un problème. Parce qu'il n'y est pas, et quand vous allez appliquer votre modèle, là, vous n'avez pas les bonnes correspondances de colonnes. Qu'est-ce que je propose du coup? Ce que je propose, c'est qu'on va écrire un petit programme qui prend en référence les colonnes qu'il y a dans l'échantillon d'apprentissage, après transformation du Mi. Voilà. Ensuite, si elle est présente dans l'échantillon test, il la prend. S'il n'est pas présente, il crée la colonne correspondante remplie de valeurs 0. C'est ça l'idée. Et du coup, on a exactement les mêmes structures. Mais c'est un travail à faire. Alors, on peut faire manuellement. Hein. J'insère telle modalité à tel endroit avec insert, là, avec un panda insert, là, ça marche sans problème. Mais là, il y a quelques variables. Mais si vous avez 50 variables, dont il y en a 36, par exemple, qui sont catégorielles, vous allez piocher à la main, là, rentrer vos variables. Ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'on ait un programme. Et c'est pour ça que c'est très important qu'un data scientist soit aussi informaticien. Alors, allons-y alors. En tout cas, sache programmer. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai écrit un petit programme. Voilà. Et on va le décortiquer ensemble. Paf! Allons-y. Qu'est-ce qui fait mon programme? Il crée un nouveau data frame. Alors, ici le data frame que j'avais créé avec les dummies, c'est xtest-trans, hein, pour transformation. Voilà. Et dropFirst égale face, c'est-à-dire qu'on a toutes les colonnes possibles, on va piocher dedans. Hein, celles qui correspondent à l'échantillon d'apprentissage. Et si elles n'y sont pas, on les crée. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je crée un nouveau data frame, xtest, voilà. Et en index, je prends le même index que celui que j'ai transformé. Hein, donc, c'est les mêmes individus, hein, pour qu'il y ait bien cette correspondance-là. Hein. Sinon, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. On peut faire tout et n'importe quoi. Hein. Très bien. Ensuite, je passe en revue les colonnes des variables prédictives qui ont été présentées à la régression logistique de l'échantillon d'apprentissage. Donc, c'est XApp. XApp, c'est la matrice des X qu'on avait présentée ici, donc à l'algorithme d'apprentissage. Voilà. Donc, je reprends ces colonnes-là. Voilà. Pour que vous voyez bien. Tac. Voilà, on a bien H, pression et tout ça, et les demi-variables qu'il a utilisées. Hein, sucre B, électro C, sexe masculin, angine oui. Voilà. Donc, je passe en revue ces différentes colonnes-là, voilà, et je le récupère, je le mets s'il est dans trans. Alors là, j'ai mis un gestionnaire d'exception. Pourquoi? Parce que typiquement, pour électro B, il n'y est pas là, alors qu'il l'attend ici. Donc, cette commande-là va planter. Et donc, j'ai mis tout simplement un gestionnaire d'exception très simple. Hein. C'est comme un mécanisme très complexe non plus. Voilà. Et donc, s'il y a une erreur, qu'est-ce qui se passe? Je crée la nouvelle colonne en lui mettant le nom de la variable. V ici. Voilà. Je crée une nouvelle colonne de valeur 0. Valeur 0 entière. Voilà. Hein. Donc, c'est une modalité qui est présente dans l'échantillon d'apprentissage, mais qui n'est pas présente dans l'échantillon test. Du coup, comme elle n'est pas présente, je crée une colonne de 0 tout simplement. Et ce genre de choses, il faut le gérer en déploiement. Il faut absolument le gérer en déploiement parce que toutes les variables ne sont pas forcément quantitatives et les modalités, parfois il y a des modalités qui se rajoutent, voilà, oui, il y a des modalités qui sont en moins aussi. Ceux qui se rajoutent, du coup, on ne les prend pas en compte. Et pourquoi on ne les prend pas en compte? Parce qu'elles n'étaient pas présentes dans l'échantillon d'apprentissage. Ça veut dire que le modèle s'est construit sans ces modalités-là. Donc, si elles sont trop sous l'échantillon test, il ne faut pas les prendre, il ne faut surtout pas les prendre. On est d'accord là-dessus. Très bien, voilà, et il tourne sous l'ensemble des colonnes qui sont là. Sous. Et voilà, cette fois-ci, on a les mêmes structures. Alors, si j'affiche les premières lignes, on verra que dans électro B, effectivement, il y a uniquement que des colonnes de 0. Bon, on ne voit pas jusqu'au bout là, parce que j'affiche que les premières lignes, mais c'est bien ça l'idée. Et maintenant, la structure de la matrice
de l'échantillon test, la matrice des X de l'échantillon test est exactement la même que la structure de la matrice qui a été présentée donc à l'apprentissage, enfin, de l'échantillon d'apprentissage présenté à l'algorithme de machine learning. C'est super important, c'est très très important parce que c'est là qu'il y a des sources d'erreurs. Hein. Donc l'idée de travailler sur les dummies pour pouvoir faire de la régression logistique parce qu'il y a certaines variations catégorielles, pas de problème. En revanche, il faut être très vigilant sur le fait que quand j'applique ça soit en déploiement, soit sur l'échantillon de test, vérifions la cohérence des modalités hein, pour éviter qu'il y ait des soucis justement. C'est le principal message ici. Alors, c'est ce que je fais ici. Je vérifie la cohérence. Voilà. Donc, normalement, il y a 11 colonnes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vérifions que les colonnes correspondent bien. Hein. Donc, je fais un test d'égalité entre les colonnes de l'échantillon d'apprentissage et les colonnes de l'échantillon test. Et je fais la somme, je dois avoir 11. Et bien voilà. Donc, le nœud de l'affaire, c'était le petit programme qui est là. Hein. Voilà. Avec, si la variable existe, je la reprends. Si la variable n'existe pas, je la crée dans l'échantillon test pour pouvoir appliquer mon modèle. Très bien. Donc, voilà. Une fois que c'est bon, ça, je peux faire maintenant la prédiction. Hein. C'est ce que je fais ici. Voilà. Exécuter. Voilà la prédiction sur l'échantillon test. Et je fais après la matrice de confusion. Paf. Voilà. Sur l'échantillon test. Hein. Voilà la matrice de confusion. C'est un fichier qu'on a beaucoup utilisé en TD. Hein. Voilà, donc pour vous, il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc, donc, je prends dans scikit-learn la librairie Matrix. Voilà, le module Matrix. Voilà, et j'appelle la fonction confusion matrix avec en opposition la variable cible qui est observée sur l'échantillon test et la prédiction que j'ai effectuée sur l'échantillon test hein, avec predict. Voilà, et la matrice xtext. Oula. La matrice xtext qui est bien organisée, correctement en fait organisée par rapport à l'échantillon d'apprentissage. C'était ça l'important. Hein. Ça, hein. Si on n'avait pas fait tout ce travail en amont, là, si le nombre de colonnes correspond, lui, il balance. Il fait son produit matriciel sans problème. Hein. Et alors, vous avez des résultats, on ne sait pas ce que ça donne. Ça ne donne rien. Hein. C'est aussi simple que ça. Très bien. Et donc, ensuite, ici, je fais un petit rapport. Voilà. Pour avoir les performances. Mais bon, voilà. Voilà, et on a un taux de succès, un taux de reconnaissance de 77%, ce qui correspond à un taux d'erreur de 23%. C'est à peu près ce qu'on peut obtenir de ce fichier. C'est un fichier extrêmement connu, presque. C'est Art Disease, je crois. Enfin, on le trouve sur le site de UCI. Parce que là, je ne me rappelle plus d'un coup. Là. Voilà. Et donc, c'est à peu près le niveau de performance qu'on peut obtenir de ce fichier-là quand on travaille avec des modèles linéaires. Donc là, on est vraiment dans les clous. Ça veut dire qu'on a bien organisé les variables pour pouvoir appliquer le modèle. C'est ça qui est important. Très bien, très bien. Donc voilà. Donc le principal message de cette vidéo, c'est quand on fait, par exemple, la régression logistique, mais il y a beaucoup de modèles qui sont dans la même situation. Quand on fait donc une méthode de machine learning, voilà, et que cette méthode de machine learning veut que les variables explicatives soient toutes quantitatives, si on veut introduire des qualitatives, on passe généralement par la création des demi-variables, des variables indicatrices, mais attention à la gestion des modalités. Déjà, pour l'apprentissage du même, pour ne pas créer de la collinéarité, ça c'est un premier point. Et ensuite, en déploiement ou sur l'application d'échantillons test, pour vérifier qu'on a bien les mêmes indicatrices dans l'apprentissage et le test, et qu'elles sont bien dans le même ordre. Qu'elles sont bien dans le même ordre. Très important aussi. Sinon, le produit matriciel, là, pour faire la prédiction, il ne tient pas la route du tout. Quand il fait le predict, là, si elles sont désordonnées, vos variables et tout ça, là, il applique à la matrice, bah, ça ne va pas le faire. Et les calculs sont faussés. Voilà, voilà. Très bon travail à tous.